récent. Il n'y a même pas longtemps. Quand j'ai vu ça, Il faut ça m'a chuter fait pour qu'on fou. puisse te répondre un peu. Il faut chuter, hein, s'il te plaît. Il faut chuter, on va dire aussi quelque chose, voilà. D'accord, il n'y a pas de Vas-y. souci. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais chuter rapidement. Donc, ce qu'il a eu à dire, là, ce qu'il a eu à dire, ça veut dire quoi? Que c'est tellement compliqué pour nous, chez nous, ici, que nous sommes obligés de fuir notre pays. Et si on est obligé de fuir notre pays, quand ça me dit, quand nous, on viendra au pouvoir, on va s'arranger à mieux redistribuer nos richesses, déjà, moi, ça me convient, ça me parle. Parce que par le passé, on a essayé aussi. On se rappelle tous. Le projet, comment dire, pour la relance du palmier à huile en 95, il a fallu le fonds fer. Pour les entrepreneurs, on parlait des fonds sociaux en 98. Et même pour le fonds fer, si jamais vous connaissez des gens qui ont investi en 95 dans le domaine du palmier à huile, ils vous diront qu'on a eu des facilités données par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, vu que je dois chuter, merci beaucoup. Merci, Kwasi. Alors, je pense que, ça y est, comme Bion l'a dit tout à l'heure, tu n'as même pas pris la peine d'écouter ce qu'il t'a dit. Dans un débat, tout ce que tu cites, les références que tu prends, viennent donc du PDCI-RDA. C'est-à-dire, quand tu veux blanchir le président Henri Konan Bédié sur l'affaire des 18 milliards, tu cites un livre qui a été écrit par le professeur Jean-Noël Loukou, qui est lui-même du PDCI-RDA, et le livre concerne le président Henri Konan Bédié, donc qui est en train de faire la promotion du président Henri Konan Bédié. Je ne dis pas forcément que ce qu'il dit est faux, mais dans un débat sérieux et pertinent, moi, Kokora, je ne peux pas prendre le livre de Cissé Bakongo et dire voilà ce que Cissé Bakongo a dit d'Alassane Ouattara, et donc je veux apporter un argument contraire à ce que toi tu dis. Donc il faut que vous appreniez à débattre. Dans un débat, pour être sérieux devant l'audience, il faut montrer des éléments venant de sources indépendantes. À partir de ce moment, tu es pris au sérieux. Ça, c'est très important. Moi, je pense que, comme je l'ai toujours dit, les débats que nous menons là, demain, tu vas te retrouver sur un plateau tel que NCI ou bien d'autres. En tout cas, je te souhaite cela. Donc, il faut apprendre à mieux organiser tes arguments et à pouvoir, je vais dire, contrer ton adversaire. Si sur un plateau télé, tu sors l'argument qui a été pondu par Jean-Noël Loukou, alors que lui-même, il est dans les instances du PDCI-RDA, tu n'es pas pertinent et ils vont te ridiculiser. Quand tu parles de procès qui a été tenu en 2005, mais là encore, c'est une déclaration de Dikawe que j'ai lu qui dit, effectivement, il y a eu un procès donc en 2005 concernant cette affaire. Alors que Dikawe n'a jamais été poursuivi en justice pour cette affaire. C'est, je crois, le DAF ou le directeur technique qui est allé en procès pour ça. Dikawe n'a jamais été poursuivi dans cette affaire. Mais il prend le DAF, donc, qui n'a pas été condamné. Il y a eu un non-lieu concernant son inculpation. Alors, pour vous, il y a eu un procès et Dikawe a été acquitté. Il te met au défi de me sortir une seule décision concernant M. Dikawe. C'est faux. C'est faux. Et même les fonds, quand Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, les fonds de l'Union européenne, pour que le pouvoir Laurent Gbagbo puisse bénéficier des prêts, il était obligé de rembourser une partie de cette dette-là. Et je crois qu'un jour, j'ai eu un débat avec un gars du PPACI. C'est lui-même, il s'appelle Micro. C'est lui-même qui a sorti le document qui dit comment l'État de Côte d'Ivoire comptait rembourser cet argent. Et même en 1998, lorsque l'affaire a eu lieu, le président a dit qu'on a bédé, le gouvernement avait décidé de rembourser cet argent-là. Et c'est suite à cela qu'en 1999, l'Union européenne est partie. Comment on appelle, il y a eu le coup d'État. C'est-à-dire, vous pensez que l'Union européenne, c'est une ONG qui fait tout et n'importe quoi. C'est suite à cette affaire que l'Union européenne a rompu son programme avec la Côte d'Ivoire. Et le FMI s'en est suivi. Le retrait, pardon, du FMI s'en est suivi. Donc, il ne faut pas penser que c'est une affaire des réseaux sociaux, frère. Il faut pousser tes informations un peu plus loin. Pour ne pas rester, rester superficiel. Parce que ce n'est pas intéressant pour le débat. Parlant donc de l'espérance de vie. Tu vois, dans un débat encore sérieux, des gens te sortent des documents qui n'ont pas été écrits par les militants du RHDP. Qui donnent un chiffre. Mais pour quelqu'un qui veut être sérieux dans un débat, tu sors toi aussi des données actualisées pour essayer de mettre en difficulté ce qu'ils disent. Mais tu dis non, selon moi-même, mes petites mathématiques que j'ai fait au CM2, je pense que ce n'est pas vrai.
Donc, tu ne dis rien de pertinent qui mettrait en cause l'information donc du journal. L'information que tu donnes, qui est sur le site de la Banque mondiale, tu dis, elle date de 2022. Or, en 2023, il y a eu un rapport. Tu n'es pas sans ignorer qu'en 2022, il y a eu un rapport. Donc, si tu veux être sérieux dans un débat, il faut mieux t'informer. Il faut aller à l'information, trouver d'autres informations pour contredire ce que les autres disent. Et c'est ça même qui nous a amené à faire un faux débat sur les projets donc de Kouroukoura et de Pepresso. C'est-à-dire, selon toi, ta logique, ta perspective, tu débats avec une logique qui n'est même pas juste. Tu dis, comme on a construit telle infrastructure, donc la salle d'exposition à moins de 100 milliards, alors je conclus que le projet de 96 concernant les travaux de Kouroukoura de Pepresso ne peut pas atteindre 100 milliards. Et là encore, tu ne prends même pas tu fais pas l'effort de lire l'information jusqu'au bout. Tu te limites à 100 logements qui ont été construits. Et selon toi, les 100 logements ne pouvaient pas coûter 100 milliards. Tu n'es même pas allé au fond pour chercher à savoir est-ce qu'au-delà des 100 logements, il y avait eu d'autres infrastructures qui étaient en construction sous le président Bédi. Tu ne le savais pas. Donc, dans un débat sérieux, tu le perds. Parce que tu n'as pas toute l'information. Tu n'as pas toute l'histoire. Et donc, il y a un pan de l'histoire, mais pas toute l'histoire. Donc, il faut faire attention dans ce type de débat, frère. Moi, je dis, nous sommes tous sur la toile. Tu as dit tout à l'heure que c'est pour justifier notre salaire. Moi, j'estime que je souhaite que demain, on puisse penser à toi, qu'on puisse te payer également. Comme tu dis, on est payé. C'est pas grave. On va pas se mettre à démentir tout ce que les gens disent. Mais tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous regarde. Et c'est Dieu qui connaît dans le noir, dans le secret, ce que chacun de nous fait. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On rentre même pas dans ça. Alors. Une motion, tu permets? Tu dis quoi? Mais laisse-moi terminer. On t'a laissé Vas-y, parler. juste une motion. Non. Si tu prends une motion, ça va me désorienter dans mon analyse. Alors, donc, j'ai dit, vous savez, tu as dit une chose. Et là encore, c'est parce que tu n'as pas l'information et tu n'as pas la capacité d'analyse. Tu parles des taux de pauvreté aujourd'hui qui est c'est toi qui dis 39%, alors que les derniers chiffres c'est 37%. Mais toi, toujours ta référence c'est Brendoumi. Encore au PDCIRDA. C'est-à-dire tu ne prends pas en compte les informations d'organismes indépendants, mais toujours ton information, ta source, c'est le PDCIRDA. C'est pas bien grave. Je prends même le taux de 39%. L'analyse que tu devais faire pour ne pas comparer ce que nous avons fait à ce que le PDCI a fait de 94 à 99, pour voir les limites de ce que tu es en train de dire. Quand nous venions au pouvoir, là, le taux de pauvreté était de 55,4%. Donc aujourd'hui, on a ramené le taux de pauvreté à 39%. Je prends même ton chiffre. Mais le PDCI de Henri Konan Bédié, quand il venait au pouvoir, le taux de pauvreté en 93, lorsqu'il venait au pouvoir, était de 32%. Quand il prend le 96, il fait passer le taux de pauvreté, et je crois, entre 36% et 38%. Donc, il augmente le taux de pauvreté. Malgré les financements importants qu'il a eu, c'est plus de 3,7 milliards de dollars qu'il a reçus de 96 à 98. Donc, des bailleurs de fonds, Fonds monétaire international. En plus de cela, il y a eu les allègements de dettes de près avec les prêts Brady ou quoi, tout ça. Un allègement donc de la dette de près de 1500 milliards. Mais malgré ça, en partant en 99, vous avez laissé le taux de pauvreté à 33%. Donc, pour ceux qui font des analyses sérieuses, ils vont comprendre que sous vous, c'est-à-dire de 94 à 99, vous avez fait régresser la note de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous avez créé plus de pauvres en Côte d'Ivoire. Or, quand vous prenez la situation avec Alassane Ouattara, quand tu passes de 55,4% à 39%, mais tu as réduit le nombre de pauvres. Même si le score n'est toujours pas bon, mais la tendance, elle est évolutive. Elle n'est pas régressive comme sous le PDCIRDA. Tu comprends? Quand tu prends l'espérance de vie en 93, les données sont là, tu peux les vérifier. Données de PNUD de haut, tu peux les voir. Le taux de pauvreté était de 51,93%, 93 ans. 99, quand le PDCI partait du pouvoir, on est tombé à 50,83. Donc, vous avez régressé en termes donc d'espérance de vie. Donc, naturellement, l'IDH se trouve impacté. De 118e place en 93, parce que Alassane Ouattara a pris le pays en 90 en tant que Premier ministre, et l'indicateur a été instauré en 90.
Donc 90, nous sommes 118e, 91, 118e, 92, 118e, 93. Donc on a gardé le rang. Quand vous prenez le pouvoir, jusqu'à votre départ, vous faites passer le rang de la Côte d'Ivoire à la 125e place et le rang ne s'est jamais trouvé dans une évolution donc positive. On est passé de cette période-là, de la 125e place jusqu'à la 171e place en 2011. Quand Alassane le prend, avec un IDH faible, en 2022, l'IDH passe donc à un IDH moyen, avec un rang de 159e. Donc quand tu fais jusqu'à ce qu'il parte du pouvoir en 99. Donc celui qui est en charge de la planification, quand on parle de planification, c'est le système de santé, le système éducatif, le système donc infrastructure, tout ce qui est développement, c'est lui qui est en charge donc de les qu'on lui pose là. Et voilà le décret donc avait pris le président Houphouët-Boigny. Donc, vous vous rendez compte du gouffre dans lequel le pays était, jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara arrive au pouvoir. C'est-à-dire, même sous le président Houphouët-Boigny, lui qui avait fait tellement d'investissements dans le domaine éducatif, le collège était déjà malade. Quand on arrive avec le PDCRDA, donc de Daoukro, ils n'ont même pas construit, tu dis ils ont construit le lycée de Bondiali, bon, on va vérifier. On vous même donne ce crédit-là. Donc, globalement, c'est 2 lycées que vous avez construits. Celui de Yopougon, des jeunes filles, seulement pour les femmes, et un autre à Bondiali que tu as fait l'effort de trouver parce que tu me l'aurais dit. Donc, on prend 2 lycées seulement construits en 6 ans de gouvernement. Donc, à quel moment vous avez placé le capital humain au cœur de votre politique? Et que c'est aujourd'hui, subitement, quelqu'un qui a fait Polytechnique, qui a fait les plus grandes écoles du monde, ne s'est pas rendu compte qu'il fallait mettre en place
un système éducatif, c'est-à-dire en produisant un projet qui allait permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des universités, au lieu de construire un stade olympique qui allait impacter la vie des Ivoiriens en commun. Une salle d'exposition à Abidjan, la frère Kwasi. Qu'est-ce que ça apporte à l'enfant qui est assis dans ton village, qui a besoin ne serait-ce qu'un lycée pour pouvoir aller se former? Quel est l'impact? Mais lui, dans son projet, les 12 chantiers de l'éléphant de l'Afrique, il n'a pas mis de CHU, il n'a pas mis d'université, mais il a prévu tout ce qu'ils sont en train de dire, salle d'exposition, stade olympique, palais de la culture, tout ça. Voilà ce qu'il a réalisé. Frère, il faut chuter, on va parler aussi. Donc voilà ce qu'il a réalisé. Vous comprenez? Et donc, quand on se rend compte de cet échec lamentable du pouvoir PDCI-RDA, vous ne pouvez pas venir reprocher à Alassane Ouattara qui n'a pas investi dans la santé. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il a construit des CHR, des hôpitaux généraux équipés avec des IRM et des scanners, y compris la construction de centres de cancérologie. Ce qui n'existait pas dans la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les parents, les Ivoiriens, malheureusement, qui étaient atteints par cette pathologie, étaient obligés, pour ceux qui avaient l'argent, d'aller au Maroc ou en Europe, mais ceux qui n'avaient pas l'argent mouraient dans le silence, dans l'indifférence totale de l'État. Mais aujourd'hui, il y a un qui est terminé à Cocody, il y a l'autre qui est en construction à Grand Bassam et qui va s'achever bientôt. Il y a un institut de cardiologie donc, qui est en train de finir à Boaké. Le premier qui a été construit, c'est Oufou-Boigny. La nouvelle pharmacie de la santé publique est en train d'être construite, je crois, achevée à Boaké. Donc, si on est honnête, et quand on prend le nombre de lycées et collèges, tout le monde l'a dit, c'est 46 lycées et collèges construits par an. Et cette année seulement, c'est 100 lycées qui seront construits avec une quinzaine de lycées de jeunes filles. Là où en 6 ans, vous avez construit un seul lycée pour les jeunes filles. Sans compter les lycées d'excellence. Le lycée d'excellence de Grand Bassam. Non, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu me comprends bien quoi, j'ai dit, le monsieur, c'est un gros démagogue. Un démagogue parce que, tu as été au pouvoir, tu n'as jamais pensé à l'éducation, ni à la santé. 2, celui qui est là, qui a réalisé tout ça, tu prends le micro, tu dis non, c'est un mari jaloux qui maltraite les Ivoiriens, qui maltraite la Côte d'Ivoire. Et il y a un autre qui est arrivé, qui lui fait des yeux doux, donc il veut aller. Celui-là, c'est un charmeur. C'est pas un bon mari. Et ça, il faut le dire aux Ivoiriens. Parce que hier, il avait épousé cette dame, il a maltraité, il n'a rien fait. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il va changer de comportement. Le chien, là, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter là pour vous dire que le bilan aura lieu. Bilan contre bilan aura lieu. Et vous parlez de projet. Mais M. Kwasi nous parle de oui. Le seul projet que Thiam a, c'est qu'il va rencontrer les entrepreneurs. Il va créer un forum pour les écouter. Mais ça n'a aucun sens. Rencontrer les entrepreneurs, ça n'a aucun sens. Il y a un patronat qui travaille avec le ministère en charge donc des entreprises. On n'a pas besoin de les rencontrer pour les écouter. Ce n'est pas sérieux, frère. Ce n'est pas sérieux. Et aujourd'hui, je t'invite à regarder le gouvernement ivoirien. Et je te dis, les réformes qui ont été mises en place ont permis aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, les premiers investisseurs sont les Ivoiriens. À 49%. À 49%, nous sommes les premiers investisseurs en Côte d'Ivoire. Et tu peux prendre les chiffres de Sika Finance. 49%. Et aujourd'hui, grâce aux réformes qui ont été mises en place par Alassane Ouattara, ça nous permet aujourd'hui de créer en moins de 48 heures une entreprise. Avec un coût d'environ 15 000 francs. Hier, c'était autour de 600 000 francs. Le délai, vraiment, il ne faut même pas imaginer, c'était la croix et la bannière. Donc, voilà, Alassane Ouattara, sa vision. Et il a mis en place le programme Pépite, qui va nous permettre d'avoir des entrepreneurs à hauteur d'environ 1500 entrepreneurs d'ici 2030. Le projet a déjà commencé et je peux vous donner des chiffres de façon claire et précise. Les Ivoiriens qui ont été accompagnés avec des fonds et même avec des lois donc qui leur permettent d'avoir des financements qui soient accompagnés par les banques. Et on a tous ces éléments ici, frère. Donc, si je veux continuer là-dedans, il serait tellement long que vous n'aurez pas l'occasion de parler. Donc, je vais vous laisser parler. Mais c'est pour vous dire que ce monsieur Thiam là, il vient déjà dans un monde qui est déjà vieux. Voilà pourquoi il tâtonne. Il n'a rien de précis. J'avais juste une motion. Il n'a rien de clair. Voilà. D'accord. Merci.
D'accord. Tu as donné quand même assez de bons éléments. D'abord, tu as critiqué le livre que j'ai pris. Mais le journal Le Jour, dans lequel était paru cette affaire de 102 milliards, était un journal de l'opposition. Tu te rappelles très bien. Mais ça te plaît de pouvoir présenter le journal Le Jour comme étant le bon journal. Dans ce cas-là, tu me dis que moi, je fais l'erreur de prendre un livre écrit par un partisan du PDCI, mais tu fais pareil en prenant un journal Le Jour qui, dans le temps, était un journal de l'opposition qui était censé tout faire pour salir le parti au pouvoir. Donc, tu te fous, voir. Ça, c'est la première motion. De deux, tu dis que le président Thiam lui-même reconnaît qu'il y avait seulement que 10% de personnes qui allaient en sixième. Et que toi, tu fais ta déduction mathématique, selon toi, tout au plus, seulement que 3% pourraient accéder à la terminale. Ok, j'en conviens. C'est ta déduction à partir des 10%, des 10% en amont. Seulement que, sous Bédier, de 94 à 99, la réforme de Pierre Crépy a tellement marché que tu ne pouvais pas dépasser la case de CE1 ou de CE2 sans savoir lire ni écrire. Par contre, sous vous, avec tout ce nombre de classes construites, avec toutes ces universités construites, c'est bizarre. L'UNESCO nous parle d'une pauvreté éducative. On parle de plus de 85% de nos enfants qui ne maîtrisent pas les maths. Non, qui ne savent même pas lire. Hein. Pour ceux qui accèdent comment on dit, pour ceux qui accèdent en sixième, on parle de 85% des enfants qui ne maîtrisent pas les maths et d'une cinquantaine de 59% comme ça qui ne savent ni lire ni écrire. Mais je me demande comment ils font pour accéder alors à la sixième. Entre quelqu'un qui réussit à faire passer 10% de sa population en sixième, mais eux tous sont performants, et pratiquement celui qui fait passer 100%, mais eux tous sont des vauriens, tu me demandes de préférer qui? On a tous regardé Jack Bauer. Jack Bauer aussi, même si je n'ai qu'un seul élément comme Jack Bauer, ils ont 1000 personnes comme des gens qui ne savent pas tirer le pucelet, moi je préfère directement Jack Bauer. Voilà. Maintenant, quand je laisse ça, si je dis que non, on est venu non, on n'est pas venu en 93. Pardon, faut refaire la date. On est venu en décembre 93, il n'y a pas eu de décision. On a commencé à travailler en 94, frère. Voilà, faudrait pas mélanger les choses. En 94, le taux de pauvreté est en train de monter. N'oublions pas, parce que M. Ouattara, surtout lui, il était venu pour redresser notre économie, pour endiguer ce problème, ce phénomène-là, essayer de placer un garrot, mais qui n'a pas réussi. Voilà pourquoi on a traîné le taux de pauvreté allant de 93. C'est comme quand vous êtes venu là, quand vous êtes venu en 2011. Est-ce que directement le taux de pauvreté qui ne cessait de grimper là, est-ce qu'en même temps vous l'avez stoppé? Non. Parce qu'il y aura forcément des relents. Il y aura un certain reste qui va perdurer. Donc c'est ce qui s'est passé en 94. On était à 33% en 94, pas 32%. En 94, tu peux revoir tes chiffres, on était à 33%. Maintenant, quand on part en 99, nous sommes à 33%. Quand on voit ça comme ça, merci de me dire que j'ai fait les classes de sciences. Quand on laisse ça comme ça, on a l'impression que c'est linéaire, c'est juste une droite. Mais quand on rentre dans les données, je dis bien dans les données, en 96, on était à 36,7. Voilà. Et en 97, c'est ça, oui, en 97, en 97, on est passé à, je pense, 37. En 98, on descend directement, je pense, à 36 et en 99, à 33. Donc, bizarrement, pour celui qui veut étudier réellement la courbe qui se fait, on retombe. On retombe. Donc, au moins sous Bédier, on a pu maîtriser, c'est pourquoi tout le monde, en tout cas moi je le dis, on a pu maîtriser notre inflation. Mais vous actuellement, vous dites que tout ce qu'on a pu faire, c'est faire chuter le taux de pauvreté de 2011 à maintenant. Mais parlons même de 2011. Nous sortions d'une crise. Donc, c'est d'abord normal que le taux de pauvreté grimpe. Parce que nous étions dans un pays où personne ne pouvait vraiment travailler. Tout le monde ayant peur. Mais si on ne travaille pas vraiment, comment créer de la richesse pour que les gens puissent se suffire? Difficile. Voilà pourquoi le taux de pauvreté va grimper sous Gbagbo. On ne peut pas vraiment l'accuser. Moi, je dis toujours, s'il n'y avait pas eu de crise, s'il n'y avait pas eu, on pouvait maintenant lui dire, vu que tu as péché, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais le seul argument de la crise, le dédouane. Même pour le niveau de corruption dont vous parlez, dont vous aimez vous gargariser. N'oublions pas, pour tout pays, je dis tout pays qui est en crise, qui a une certaine guerre, il y a toujours une flambée de son niveau de corruption. Ça monte en flèche, vip.
Pourquoi? Parce que dans un pays en guerre, on ne vit que par la corruption. C'est logique. Mais vous n'avez pas honte de venir vous baser sur ça pour dire on a fait mieux que... Non, vous n'avez pas fait mieux que Gbagbo. Non. Il était dans une certaine crise. Voilà. Je préfère que vous me dites non, on a fait mieux que le PDCI parce que pour nous, voilà, nous sommes à temps. Mais comme tu le dis... C'est une prise de parole. Bon, oui, désolé. Désolé, tu as raison. Désolé, tu as raison. Mais comme tu le dis, on va vraiment, évidemment faire le bilan. Mais même dans le bilan, je pense que la plupart des écoles BAD ont été construites. Laisse-moi réagir comme ça, les autres vont parler. Hein, pour ne pas monopoliser la parole. Voilà. Donc, tu vois, ça dit, tu es en train de justifier. Si tu m'écoutes bien, je ne dis pas que s'il y avait un taux de pauvreté sur Laurent Gbagbo, c'est dû entièrement au président de la République. Je peux me mettre d'accord avec toi. Quand tu m'écoutes, c'est que je suis en train de faire une analyse des tendances de la situation. Et même pour te dire que ce que tu dis n'est pas vrai, je te prends le taux de corruption entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun n'était pas en guerre en 2011. Mais le Cameroun et la Côte d'Ivoire étaient au même rang. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la 87e place. Le Cameroun est à la 120e place environ. Ce pays n'a pas été en guerre. Comment tu justifies son taux élevé de corruption? Et même tu prends l'Ukraine. L'Ukraine, en 2011, au niveau de l'indice de perception de la corruption, nous étions derrière l'Ukraine. Mais juste avant qu'il ne rentre en guerre, tu prends le classement de l'Ukraine et celui de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était devant lui. Était devant elle, pardon. Et même en termes de bonne gouvernance, je te dis, la Côte d'Ivoire était classée à la 41e. C'est-à-dire derrière des pays qui n'ont pas fait la guerre. Mais aujourd'hui, 15 ans après, 14 ans après, puisque le dernier rapport, nous sommes passés à la 16e place. Les pays qu'on a dépassés là, n'étaient pas tous en guerre. Donc la guerre ne peut pas justifier le manque d'avancement ou le fait d'être dans la stabilité ne peut pas justifier forcément la bonne gouvernance. Comme je le dis, et le rapport est clair, Henri Konan Bédié, de 98 à 99, vous avez perdu, je crois, 7 places. Et vous avez perdu 5 points dans le score de l'indice de perception. Ce n'est pas nous qui faisons le classement. Tu es en train d'expliquer, oui, il y a eu Union européenne, il y a eu montage et autres. Mais ceux qui font les calculs là, mais ils regardent. Ils ont des indicateurs. Donc tu vois que dans tous ces domaines, la Côte d'Ivoire est en train de régresser. Tu me dis que, prenons même le taux de pauvreté à 94, qui était de 33%. Ça dit, malgré les difficultés qu'Alassane a connues, 90, cessation de paiement de dettes et tout ça qui était en vigueur, mais il a réussi à maintenir notre classement. Je m'arrête là, après je prends la parole. Jean Jaurès. Jean Jaurès est là. Jean Jaurès, il est parti. Ils sont partis, ils sont partis. Oh, franchement. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que Bitignon, il ne va plus ramener cette histoire de domaine de la santé, combien on donne pour le pourcentage. Bon, on va écouter. Ah, Jean Jaurès est là. Oui, je pensais que tu parlais de Kwasi. Kwasi est parti, Jean Jaurès est là. Kwasi est parti. Jean Jaurès. Jean Jaurès. Oui, allô. Bonsoir. Hein. Oui, bonsoir. Il y a une personne qui a activé son micro. Voilà, donc merci de me donner la parole et je dis merci au grand frère Kokoranzi. Donc vraiment, quand vous parlez un peu de chiffres, vraiment je prends le temps quand même, ainsi que le soin de vous écouter. Parce que nous, on n'est pas contemporains de la période d'Oufoui ainsi que de Bédié. On a commencé à suivre la politique en Côte d'Ivoire, c'est à partir de 2010. Donc, moi, ce que je retiens tout simplement, effectivement, quand on dit IDH, Indice de développement humain, je vois certaines personnes épiloguer là-dessus, les sachant même qui ont noté la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire, que sont les rapports du Fonds monétaire international,
Il y a Mo Brahim aussi qui a parlé de la santé économique de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire se portait bien économiquement. Donc, moi, je me limite qu'à ces personnes-là, qu'à ces institutions financières-là, qui notent avec réussite la santé économique de la Côte d'Ivoire ainsi que tout ce que le docteur Alassane Dramane Ouattara a mis en place en Côte d'Ivoire sur le plan économique. Donc, moi, je me limite qu'à ces institutions-là. Toutes ces personnes qui viennent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui disent tout et n'importe quoi, vraiment, moi, je préfère ne même pas écouter ces personnes-là parce qu'ils sont pas plus sachants que ces personnes-là qui dirigent ces institutions bancaires que sont le Fonds monétaire international, le FMI, même la commission, et c'est pas s'il faut dire commission, mais la Banque centrale européenne. Tout le monde aujourd'hui félicite la gestion du président Alassane Ouattara sur tous les plans, de façon longitudinale comme sur le plan transversal aussi. Donc, moi, c'est que je comptais dire tout simplement, il faudrait que nos opposants, que sont le PDCI, que sont le FPI, il faudrait qu'aujourd'hui, s'ils veulent réellement compétir, les sujets qu'ils ne maîtrisent pas, il ne faudrait pas qu'ils se mettent dans ces sujets-là, que sont IDH sur la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien économiquement. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirienne lambda, qui est au fin fond du pays, elle ne sait pas ce qu'elle va regarder. Elle voit ce qui est en train de se passer chez elle, c'est ce qu'elle va regarder pour porter son choix. C'est pas une histoire de dire progression de 5%, on a reculé de 2%, non. La dame qui est assise chez elle, elle est dans ce village-là. Dans ce village-là, c'était difficile pour elle de se rendre à la capitale de la région. On avait peut-être un camion qui venait chaque mardi pour venir prendre les gens d'un village pour envoyer ces personnes à la capitale de la région pour aller faire des activités. Mais aujourd'hui, cette dame qui a vu ce temps-là, aujourd'hui, cette dame-là voit des camions qui viennent peut-être chaque jour, 2 fois dans la journée parce que les routes sont établies pour qu'elle puisse se rendre à la capitale de sa région. Elle, c'est ce qu'elle va regarder. Elle va dire que vraiment, au temps du président Alassane Ouattara, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Je vois qu'il y a une amélioration dans ma vie, dans mes conditions de vie. Il y a eu une amélioration parce que il y a un centre de santé aujourd'hui qui est à moins de 5 km de chez moi. J'ai mes enfants qui étaient obligés d'aller dans la grande ville de la région pour aller être scolarisés. Aujourd'hui, ces enfants-là sont près de moi. Elle sait ce qu'elle va regarder pour aller porter son choix sur le docteur Alassane Ouattara ou sur un candidat qui viendra nous dire que je ferai plus que Alassane Ouattara. Mais elle va pas se baser sur ces débats, les débats qui n'ont ni tête ni queue. Il y a 5%, on a régressé, tout ça. Donc, c'est pour cela que très souvent, quand je vois nos opposants intervenir, je me demande, mais est-ce que ces opposants-là, qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Est-ce qu'ils veulent réellement aller à la tête? Est-ce qu'ils veulent réellement compétir? Est-ce qu'ils veulent réellement battre le RHDP dans les unes? Parce qu'en toute sincérité, ils n'ont vraiment pas d'arguments. Nous qui avons commencé à suivre la politique en 2010, quand on écoute les opposants en Côte d'Ivoire, ils n'ont vraiment pas d'arguments. Moi, aujourd'hui, à vous écouter, à monter sur des plateformes, il y a une plateforme que j'aime bien, la classe Pro-Vérité, ainsi que c'est une plateforme, je vous écoute très souvent. Ce que je retiens ceci, qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, il y a eu 2 présidents qui ont réellement exercé la fonction de président de la République. Mais il y a eu 2 autres présidents qui ont occupé juste la fonction de président de la République. Parce qu'il y a une différence entre exercer la fonction et occuper une fonction. Quand je dis ces 2 présidents-là, je vais les nommer. On a le président Félix Houphouët-Boigny. Il a exercé le rôle d'un président de la République ainsi que le rôle d'un chef d'État. Parce que le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, il a pris la Côte d'Ivoire à la sortie de l'indépendance. À la sortie de l'indépendance, le pays n'était même pas construit. Avec sa maestria ainsi qu'avec sa vision, il a commencé à définir les grandes lignes de développement de la Côte d'Ivoire. Et on a eu un palais présidentiel, on a commencé à avoir des stades, il a commencé à mettre tout en place de telle sorte à ce que la Côte d'Ivoire puisse réellement être cet état-là dans les années à venir. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu notre premier miracle économique dans les années 1972, peut-être si je me trompe. Mais aujourd'hui, après le passage de Félix Houphouët-Boigny, c'est quand on a constaté que le pays s'est totalement arrêté sous les Bédier et sous les Gbagbo Laurent. Et le président Alassane Ouattara vient.
il se base sur les acquis qu'avait la Côte d'Ivoire, il se base sur ce que Félix Houphouët-Boigny a mis en place pour pouvoir aujourd'hui mettre la Côte d'Ivoire haut. Raison pour laquelle je dis en réalité en Côte d'Ivoire, il y a eu deux présidents, Alassane Ouattara et le président Félix Houphouët-Boigny, qui ont exercé leur rôle de président de la République. Mais quand aujourd'hui on écoute Laurent Gbagbo, quand je vois souvent des gars monter sur des panels, que Laurent Gbagbo, c'est la guerre qui a empêché Laurent Gbagbo de travailler. Mais c'est le même Laurent Gbagbo qui a dit que bien vrai qu'on est en guerre, la Côte d'Ivoire prête de l'argent à des pays qui ne sont pas en guerre. Donc ça veut dire qu'économiquement tout allait bien. Et c'est Laurent Gbagbo même qui l'a dit. C'est pas vous, les opposants, qui allez venir ici des plateformes pour dire que la guerre a empêché Laurent Gbagbo de pouvoir mettre en place tous les projets qu'il avait pour la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, il a dit, il y a l'argent, jusqu'on a prêté de l'argent aux autres pays. Laurent Gbagbo, il a également dit que lui, le meilleur premier ministre qu'il a eu depuis que lui, il est à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est Soro Guillaume. Donc, au contraire, Laurent Gbagbo devait bénir la rébellion parce que via la rébellion, il a pu avoir un très bon premier ministre. Donc, quand nous, on écoute aujourd'hui tous nos opposants en Côte d'Ivoire, on dit juste une conclusion. On dit effectivement, c'est notre taux d'analphabétisme qui fait qu'aujourd'hui, nos opposants se comportent comme ça. Parce que quand on prend le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, bon, comme dans tous les pays de la sous-région, hein, je pense qu'on est au-delà peut-être de 50%. Donc, ces gangsters qui sont dans la politique ivoirienne, là, ces malhonnêtes qui sont dans la politique ivoirienne, eux, c'est des discours populistes qu'ils ont pour ligne de conduite afin de pouvoir mettre dans leur panier ces personnes-là qui ne sont pas qui n'ont pas l'esprit de discernement, ces personnes-là aujourd'hui qui se font avoir par les beaux discours. Raison pour laquelle ils sont encore dans la politique ivoirienne. Mais ils oublient un truc. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de construire des écoles. Alassane Ouattara demande que la parole soit libre en Côte d'Ivoire. Tout le monde vienne s'exprimer. Alassane Ouattara aujourd'hui, il fait de tout possible pour que ça soit la force des arguments qui doivent convaincre les Ivoiriens. Et Alassane Ouattara a reçu son pari. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand on dit à l'émission NCI 360, vous voyez des milliers d'Ivoiriens aller regarder ces émissions-là. Parce qu'aujourd'hui, ces Ivoiriens-là ont besoin de voir des personnes en train de
C'est pas une université. Peut-être jusqu'au bac plus 5 Ce n'est ils pas une forment. université. Donc, déjà, il faut Les autres comprendre. ont été un niveau de français. C'est pas des Voilà. universités. Parce que une université forme des personnes qui ont le diplôme de licence, master et doctorat. Une université ne forme pas des ingénieurs. Donc, si on dit que les universités, comment dirais-je, c'était une unité de formation qui était à Daloa, mais il faudrait qu'on soit aussi, nous, intelligents de se poser la question, mais est-ce qu'ils formaient des docteurs? Est-ce qu'ils formaient licence? Est-ce qu'ils formaient des masters? Est-ce que c'était licence, master, doctorat? Ça, c'est la question qu'il faut se poser parce que une université forme des licences, des personnes en licence, en master, en doctorat, même en licence professionnelle. Donc, quand le docteur Alassane Dramane Ouattara, il vient s'asseoir devant la nation et qu'il dit qu'il a construit 8 universités en plus de ce qui existait déjà, ce monsieur, il est trop sérieux pour pouvoir mentir aux Ivoiriens. Si le président Alassane Ouattara, il tient quelque chose, il tient à ce qu'on s'appelle, comment on appelle ça là? Vraiment, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à sa crédibilité. C'est quelqu'un qui est très crédible. Donc, il peut pas venir s'asseoir devant des millions d'Ivoiriens pour dire non, j'ai construit 8 universités. Si il compte 8 universités en ajoutant l'université de Daloa, ça veut dire que Daloa ne remplissait pas les conditions pour être une université. Donc, aujourd'hui, vous allez entendre des personnes qui disent réhabilitation, mais réhabiliter une maison, c'est construire une maison. Pourquoi on réhabilite? On réhabilite parce qu'il faut, il y a d'autres exigences aujourd'hui pour que tous ces universités qui ont été réhabilitées là puissent porter réellement le nom d'université. Donc, il y a des conditions qui doivent être respectées. Il doit y avoir des salles de TP, il doit y avoir pas mal de choses là-bas pour qu'on puisse puisse considérer ces locaux-là comme université. Donc, une réhabilitation pour moi, c'est quelque chose qu'on a construit. Donc, c'est ce que je comptais dire pour terminer. Merci aux frères d'avoir organisé ce panel-là. Ok, merci bien. Donc, c'est sûr, on va fermer le panel. Ok, merci bien, à la prochaine. Hein. Bah, tu m'as fait monter, tu parles de quoi? Le panel parle de quelle opposition face au RIDP en 2025. Je veux dire la politique en général. Pour le moment, c'est dans le fouillis. Hein. C'est dans le fouillis, c'est pas encore bien. L'opposition c'est pas encore bien organisé, ça part dans tous les sens. Chacun tire comment le drap à son côté, alors on ne sait pas qui est qui. Tout c'est fouillis. On s'est fouillis. RHDP a choisi son candidat. Nous, et je me présente, moi, je n'ai pas encore ma carte, mais je suis une supporteuse ou supporteur de RHDP. Du coup, comme
les autres candidats, bon, tout est fouillis. Un coup PDCI, c'est Thiam. Un coup, c'est M. Gbagbo PPACI parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas s'il va être sur la liste, M. Gbagbo. Du coup, on est dans le brouillard. Quand tous les candidats seront déclarés, là, on pourrait discuter de ça. Sinon, c'est fouillis, côté, un peu fouillis, côté opposition. Voilà ce que je pourrais dire pour le moment. D'accord, merci. Donc l'opposition est en panne. C'est un peu brouillard. On est dans le brouillard. Ok. D'accord. Merci, Madame la Piquante. C'est la première fois que je monte sur ce panel. Comme je n'ai pas écouté ton introduction, tu parlais de quoi? Oui, tu viens de m'expliquer. Voilà. Tu as raison. Désolé. Ah ouais, ça fait, le panel a commencé depuis 13h, je crois. Ah ouais. Depuis 13h. Ouais. Donc les gens sont venus, ils ont pris le débat. Moi, ils étaient prêts à fermer le panel même. Ah d'accord, d'accord. D'accord, si tu es prêt, tu me dis, hein, tu peux me descendre, c'est pas... Non, si vous avez fini, il n'y a pas de problème. Hein. Non, vous pouvez continuer. Voilà. Mais c'est pour dire, pour le moment, on regarde, on observe. On n'a que des débuts, chacun vient défendre ce qu'il ressent, et puis après, c'est pas nous qui vont décider le dernier mot, c'est quand ils vont se déclarer, et puis on verra les programmes des uns des autres, et puis, mais ce qui est sur mon côté, je l'avoue, mon côté, c'est RHDP. Voilà. Ok. D'accord, merci madame. Voilà. À chaque fois que je vois le photo des présidents, si je peux monter, je monte. Parce que c'est quelqu'un que j'estime. Voilà. D'accord, merci bien. Avec ce beau sourire, là. Tu vois. Oui, demain il y a encore un autre panel encore dessus. Demain à partir de 13h, entre 13h et 14 jusqu'à 20h. Okay, 20h, 21h. Ça marche. D'accord. Je monterai pour donner... Bon. Par rapport à ce que les uns et les autres vont dire, on pourra discuter. Il n'y a pas de problème, madame. Allez. Ok, merci. Bisous. Merci beaucoup. Merci, merci.